Les ténèbres enveloppaient Geneviève comme un lourd manteau froid. Lentement, sa conscience émergeait d'un abîme profond, la ramenant à la surface d'une réalité qu'elle peinait à comprendre. Les sons étouffés, d'abord lointains et indéchiffrables, devenaient progressivement plus clairs, plus insistants. C'étaient des murmures, des sanglots, le son de pas prudents sur du bois poli. Que se passait-il? Pendant un moment, Geneviève tenta de bouger, d'ouvrir les yeux, mais son corps ne répondait pas. La panique commençait à prendre le dessus dans son esprit alors que la réalité de sa situation se dévoilait lentement. Elle était allongée, immobile, et en essayant de respirer profondément, elle sentit la proximité des parois qui l'entouraient. Un cercueil. Elle était à l'intérieur d'un cercueil. La vérité la frappa comme un coup de tonnerre. Son propre enterrement. Des larmes commencèrent à se former dans ses yeux clos, mais aucune émotion ne pouvait être perçue sur son visage immobile. Geneviève entendait maintenant plus distinctement. Une femme sanglotait doucement, tandis qu'un homme essayait de la consoler avec des mots murmurés. Pourquoi si tôt? Elle avait encore tellement devant elle, disait une voix féminine tremblante, brisée par la douleur. Et nous sommes tous choqués, mais au moins maintenant elle repose en paix, répondait une voix masculine, essayant de garder son calme. Geneviève voulait crier, voulait dire à tous qu'elle était encore vivante, qu'elle était encore là. Mais sa voix, tout comme son corps, refusait d'obéir. La sensation d'impuissance était écrasante. Qui aurait pu imaginer que la mort feinte était si cruellement silencieuse? Alors qu'elle luttait intérieurement pour se faire entendre, un nouveau son coupa l'air, plus perçant, plus personnel. Des pas s'approchaient de son cercueil. Une paire de mains se posa sur le couvercle, et une voix qu'elle reconnaîtrait entre toutes parla avec une tristesse feinte que seule elle pouvait identifier comme fausse. « Oh Geneviève, ma chère, tu me manques quest'element. » Comme j'aurais souhaité que tu puisses voir à quel point tout le monde t'aimait, dit Jacques, sa voix un murmure chargé d'émotions falsifiées. Le cœur de Geneviève se glaça. Jacques? Elle voulait répondre, voulait l'accuser, le confronter. Mais tout ce qu'elle pouvait faire était d'écouter et d'attendre, prise dans son propre esprit, pendant que l'enterrement se poursuivait autour de son cercueil scellé. Le sombre réveil de Geneviève n'était pas seulement le début de sa compréhension de sa condition, mais aussi le début d'un long voyage à la recherche de justice et de vérité. Après le bref moment de faux deuil de Jacques près du cercueil, il s'éloigna à pas silencieux qui résonnait d'une froideur calculée dans l'atmosphère de l'enterrement. Le murmure des voix diminua alors qu'il s'éloignait un peu de la foule, cherchant un coin plus retiré pour discuter. Geneviève, toujours immobilisée à l'intérieur du cercueil, concentrait tous ses efforts à écouter le moindre son qui pourrait lui donner un indice sur ce qui se passait autour d'elle. « Nous pouvons enfin avancer, Jacques, dit une voix féminine basse, presque un murmure séduisant. C'était Isabelle, sa maîtresse, la femme que Geneviève considérait jusqu'alors comme une amie proche. Le ton de soulagement et d'excitation dans la voix d'Isabelle était inimitable. « Eh oui, Isabelle, mais nous devons rester calmes encore un peu. Jusqu'à ce que tout soit réglé, jusqu'à ce que l'héritage soit sûrement entre nos mains, répondit Jacques, la prudence teintant sa voix d'un vernis de précaution. Geneviève sentit un nœud se former dans son estomac. La vérité de ses paroles la frappait comme un marteau, brisant toute illusion qu'elle aurait encore pu entretenir à propos de son mari et de son ami. « Et tu penses que quelqu'un se doute de quelque chose ?» demanda Isabelle, le léger nervosisme dans sa voix révélant la tension de la conspiration. « Eh bien sûr que non. Tout le monde pense qu'elle est morte de cause naturelle. Le médecin a confirmé, et j'ai réglé tous les détails. En plus, qui remettrait en question la mort tragique de la pauvre Geneviève, répliqua Jacques avec une confiance froide. Isabelle rit doucement, un rire qui contenait des traces de triomphe et de contentement. Et dire qu'elle nous faisait tellement confiance. Si seulement elle savait à quel point elle va nous enrichir. Ces paroles étaient comme des coups de couteau dans le cœur de Geneviève, chaque syllabe une trahison double, venant de personnes qu'elle aimait et en qui elle avait confiance. La désolation qui suivit fut accablante, un mélange de douleur, de tristesse et d'une colère croissante. Comment avait-elle pu être si aveugle? Comment n'avait-elle pas vu les vraies couleurs de Jacques et d'Isabelle? Le dialogue entre les deux traîtres continua, discutant des détails sur la façon dont ils accéderaient au compte bancaire de Geneviève, comment ils manipuleraient les avocats, et comment ils profiteraient enfin du luxe que sa fortune leur offrirait. Soyez patience et prudence. Après cela, le monde sera à nous, déclara Jacques, sa voix maintenant chargée d'ambition. Geneviève, enfermée dans sa prison de soie et de bois, se forçait à graver chaque mot dans sa mémoire. Elle savait maintenant qu'elle devait d'une manière ou d'une autre survivre, qu'elle devait se battre. Il ne gagnerait pas aussi facilement. Pas si elle pouvait l'éviter.
À chaque battement douloureux de son cœur, elle se jura qu'elle trouverait un moyen de faire éclater la vérité. Tandis que les échos des conversations traîtresses de Jacques et d'Isabelle s'estompaient, Geneviève restait plongée dans ses pensées tumultueuses. Toujours paralysée par le choc des révélations, elle ressentait le poids de son impuissance apparente. Pourtant, au milieu de l'obscurité qui l'entourait, un petit changement commençait à se manifester en elle. Avec un effort presque imperceptible, elle se rendit compte qu'elle pouvait bouger un doigt. Bien que cela semblât trivial, ce petit geste brisait la barrière du désespoir avec une étincelle d'espoir. Encouragée par cette découverte, Geneviève concentra toute sa volonté sur ce seul doigt, le bougeant à plusieurs reprises. Chaque petit mouvement était un cri silencieux de défi contre son destin cruellement orchestré. Non, elle ne se rendrait pas si facilement. Elle se battrait de toutes ses forces restantes. Pendant ce temps, à l'extérieur de l'isolement de son cercueil, Jacques et Isabelle continuaient leur plan macabre. L'enterrement fut rapidement conclu, et les préparatifs pour le transport du corps vers la ville natale de Geneviève furent réalisés avec une efficacité sombre. Jacques, toujours le mari aimant aux yeux des autres, exprimait une douleur feinte qui persuadait même les plus sceptiques. Geneviève a toujours aimé sa ville natale. Être enterrée là-bas, à côté de ses racines, c'est ce qu'elle aurait voulu, disait Jacques, manipulant les émotions de ceux qui l'entouraient. Sa performance était digne d'un acteur de premier plan, garantissant que toute suspicion sur la véritable nature de sa mort soit enterrée avec elle. Isabelle, de son côté, jouait le rôle de l'amie compatissante, soutenant Jacques à chaque étape, tandis qu'il planifiait discrètement les prochaines étapes après les funérailles. La communauté, émue par la tristesse du couple et le retour de Geneviève dans sa ville natale, offrait ses sympathies et son soutien inconditionnel, sans savoir qu'ils étaient de simples pions dans un jeu cruel de cupidité et de vengeance. Le cortège funèbre vers la petite ville était un hommage sombre, un théâtre de deuil cachant des secrets sombres. Alors que le corbillard s'éloignait lentement, emportant Geneviève de plus en plus loin de la vie qu'elle connaissait, l'espoir en elle grandissait paradoxalement. Le mouvement de son doigt devenait plus ferme, plus déterminé. Dans cet instant de total isolement, Geneviève savait que sa lutte serait solitaire et ardue. Mais la petite étincelle d'espoir, qui avait commencé avec le mouvement d'un doigt, brûlait désormais plus fort en elle. À chaque kilomètre qui la séparait physiquement de sa vie passée, elle se rapprochait mentalement de la résolution de confronter ses traîtres et de révéler la vérité, quoi qu'il en coûte. Le ciel était gris et une légère brise faisait frémir les feuilles alors que le corbillard arrivait au petit cimetière de la ville natale de Geneviève. François, le fossoyeur expérimenté, et son neveu Pascal, qui l'aidait souvent, se préparaient à recevoir le cercueil. Ils remarquèrent quelque chose d'inhabituel dans l'atmosphère, une tension subtile qui semblait accompagner l'arrivée du véhicule. Alors qu'ils retiraient soigneusement le cercueil de la voiture, François ressentit une étrange vibration en touchant le bois poli. Il échangea un regard préoccupé avec Pascal, qui semblait lui aussi percevoir que quelque chose n'allait pas. Ils décidèrent de placer le cercueil de côté, loin des tombes ouvertes, pour un dernier contrôle avant l'enterrement. « Tu as ressenti ça, oncle ?» demanda Pascal, sa voix basse presque perdue sous le son du vent. « Eh oui, quelque chose ne va pas. On dirait qu'il y a du mouvement là-dedans. » François répondit, son inquiétude claire sur son visage. Le silence qui suivit était chargé d'hésitation. Poussés par un élan de précaution, ils s'approchèrent à nouveau du cercueil et collèrent leurs oreilles contre le bois. Ce qu'ils entendirent ensuite fit battre leur cœur plus fort. Des bruits faibles, presque imperceptibles, comme si quelqu'un tapait doucement à l'intérieur du cercueil. « Mon Dieu, elle est vivante !» s'exclama Pascal, son visage pâle par la surprise et la peur soudaine que cette réalisation apportait. Sans perdre plus de temps, François saisit ses outils pendant que Pascal surveillait nerveusement autour, s'assurant que personne ne s'approchait. Avec des mains tremblantes mais déterminées, François commença à ouvrir le cercueil avec précaution, dévissant chaque fermoir qui scellait le couvercle. À chaque mouvement, les bruits faibles devenaient plus intenses, plus désespérés. Enfin, lorsque le couvercle fut retiré, ils reculèrent tous les deux pendant un instant, incrédules. Geneviève gisait là, pâle et visiblement épuisée, mais vivante. Ses yeux s'ouvrirent lentement, rencontrant les visages inquiets de François et Pascal penchés sur elle. « S'il vous plaît, aidez-moi » réussit-elle à murmurer, sa voix faible tremblant à chaque mot. Immédiatement, Pascal a enveloppé Geneviève dans son manteau, essayant de la réchauffer, tandis que François se précipitait pour appeler à l'aide. Pascal est resté à ses côtés, tenant sa main, essayant de lui transmettre un peu de réconfort à travers son toucher. « Tu es en sécurité maintenant.
On va prendre soin de toi, assura Pascal, alors qu'elle tentait d'assimiler la situation, encore incapable de comprendre complètement comment elle était arrivée là. Pendant qu'ils attendaient l'arrivée de l'aide médicale, le ciel a commencé à s'éclaircir un peu, comme si la nature elle aussi respirait soulagée par cette deuxième chance inattendue donnée à Geneviève. Derrière l'appréhension du moment, un lien silencieux commençait à se former entre elle et Pascal, dont la décision rapide d'enquêter sur le cercueil avait sauvé sa vie. Ce sauvetage inattendu ne l'avait pas seulement arraché des griffes de la mort, mais avait également ouvert la porte à la vérité sur la trahison qui l'avait placé là. Après le sauvetage dramatique au cimetière, Pascal a agi rapidement. Alors que l'ambulance arrivait, il a expliqué à l'équipe médicale que la patiente avait été trouvée dans des circonstances extraordinaires et qu'il était crucial de garder son identité secrète pour des raisons de sécurité. Pascal a accompagné Geneviève à l'hôpital, garantissant qu'elle recevrait des soins immédiats sans attirer l'attention indésirable. À l'hôpital, Geneviève a été conduite directement dans une salle de traitement, où les médecins ont commencé à évaluer son état. Elle était faible et désorientée, mais physiquement intacte compte tenu des circonstances. Pascal est resté à ses côtés, assumant le rôle de son protecteur, pendant que les médecins travaillaient. « Tu es en sécurité ici » murmura Pascal, en lui tenant la main doucement. « Je veillerai à ce que personne qui ne devrait pas connaître ton existence ne le sache. » Geneviève, encore en train de traiter les événements récents, a simplement acquiescé, reconnaissante pour la présence réconfortante de Pascal. Dans les jours suivants, elle a commencé le lent processus de récupération. En plus des besoins physiques, les médecins étaient préoccupés par son état émotionnel. Ils ont recommandé des séances avec un psychologue hospitalier, compte tenu des circonstances traumatiques de son résurgissement. Les séances de thérapie se sont révélées cruciales pour Geneviève. Elle a parlé de la trahison qu'elle avait subie et de la manière dont cela avait affecté sa confiance et sa perspective de vie. Chaque séance était un pas vers la guérison, et bien que le chemin soit douloureux, elle se sentait de plus en plus forte pour affronter la réalité de sa situation. Et il est important que tu parles de ce qui s'est passé, conseilla le thérapeute. Parler peut t'aider à traiter le traumatisme et à reconstruire ta vie. Pendant ce temps, Pascal prenait des mesures pour assurer la sécurité de Geneviève. Il a informé l'équipe de l'hôpital que toute information sur sa patiente devrait passer par lui en premier. Discret mais toujours vigilant, il s'assurait que l'histoire de Geneviève ne fuirait pas dans les médias ou vers ceux qui lui avaient fait du tort. Au cours de cette période, Geneviève a également commencé à recevoir des visites de François, le fossoyeur qui l'avait aidé à sortir du cercueil. François apportait des fleurs et des mots d'encouragement, renforçant le réseau de soutien dont elle avait tant besoin. « Tu es plus forte que tu ne le crois, Geneviève » disait François avec un sourire bienveillant. « Et tu n'es pas seule dans cette épreuve. » Au fil des semaines, Geneviève a commencé à montrer des signes visibles de récupération. Elle était plus bavarde, plus engagée dans ses séances de thérapie, et commençait à faire des plans pour l'avenir. Même si la route à venir était incertaine, elle savait qu'avec des personnes comme Pascal et François à ses côtés, elle pourrait affronter n'importe quel défi qui se présenterait. Entourée de soins et de protection, Geneviève commençait à se reconstruire, trouvant de la force dans la vulnérabilité et de la détermination dans l'adversité. Alors que Geneviève reprenait des forces, son désir de justice brûlait avec une intensité renouvelée. Avec Pascal, elle commençait à élaborer un plan méticuleux pour exposer les manigances sinistres de Jacques et Isabelle. Pascal, voyant la détermination de Geneviève, a fait appel à son ami de longue date, Étienne, un avocat astucieux et fiable, ainsi qu'un policier expérimenté qu'il connaissait bien et qui pourrait être crucial dans leur quête de justice. Un après-midi tranquille, le groupe s'est réuni dans le petit appartement de Pascal, un endroit sûr où ils pouvaient discuter de leur plan sans risquer d'être entendus ou découverts. L'atmosphère était sérieuse, chacun conscient du poids et des implications de ce qu'ils étaient sur le point de faire. « Nous avons besoin d'une confession » a commencé Étienne, feuilletant quelques documents juridiques. Sans cela, ce sera la parole de Geneviève contre celle de Jacques et Isabelle, ce qui pourrait ne pas être suffisant pour une condamnation solide. Le policier, un homme robuste avec des années d'expérience dans les enquêtes, a acquiescé. Si nous pouvons les enregistrer à Vouen, en détaillant notamment comment ils ont planifié le prétendu décès de Geneviève, nous aurions un dossier irréfutable. Geneviève, soutenue par un sens renouvelé de dessein, a suggéré un piège. Jacques a toujours été méticuleux. S'il soupçonne quelque chose, il ne tombera pas facilement. Nous avons besoin de quelque chose qu'il ne puisse ignorer. Que diriez-vous d'un appât financier, a proposé Pascal. Il a toujours été motivé par l'argent. Nous pouvons lui faire croire qu'il est sur le point de perdre une grosse somme ou qu'il pourrait en gagner plus, quelque chose qui le forcera à se révéler.
Après avoir envisagé plusieurs stratégies, ils ont décidé de créer un scénario dans lequel Étienne se ferait passer pour un avocat représentant un investisseur fictif intéressé par l'entreprise de Jacques. Ils inviteraient Jacques à une réunion pour discuter de l'investissement, où la conversation serait subtilement dirigée vers les finances et le récent décès de Geneviève. Nous allons équiper la salle de réunion de microphones et de caméras cachées, expliqua le policier. Et une fois que nous aurons l'aveu enregistré, nous pourrons agir légalement. Le plan exigeait de la précision et un contrôle émotionnel significatif, surtout de la part de Geneviève, qui devrait rester dans l'ombre jusqu'à ce que tout soit en place. Dans les jours qui ont suivi, ils ont méticuleusement préparé chaque détail de l'opération, depuis le choix du lieu jusqu'à la mise en place des dispositifs d'enregistrement. Étienne a répété son rôle à maintes reprises, s'assurant que rien dans son comportement ne puisse alerter Jacques. Alors que le jour de la réunion approchait, la tension entre eux montait, mais aussi l'espoir. Soutenue par la compétence et le dévouement de ses alliés, Geneviève se sentait prête à affronter ses adversaires et à reprendre sa vie en main. Il savait que les risques étaient énormes, mais le besoin de justice et le désir de clore ce chapitre douloureux de leur vie les poussaient en avant. Le jour fixé pour la réunion piège, la tension était palpable. Étienne, habillé de manière impeccable, endossait son rôle d'avocat en investissement alors qu'il attendait l'arrivée de Jacques dans le bureau spécialement préparé. Le lieu était discrètement équipé de caméras et de micros dissimulés, tous stratégiquement positionnés pour capturer chaque nuance de la conversation. Jacques arriva ponctuellement, son expression confiante et son air d'autorité inébranlable. Il salua Étienne d'une poignée de main ferme et s'assit, prêt à discuter des investissements présumés. Sans le savoir, il s'apprêtait à révéler bien plus que de simples termes financiers. Étienne entama la conversation par des discussions générales sur les affaires et les potentiels d'investissement, guidant habilement Jacques là où il voulait en venir. Après quelques minutes de dialogue amical, il changea subtilement de sujet pour des questions plus personnelles. « Et ça a dû être une période difficile pour vous récemment, la perte tragique de votre épouse a dû être un coup dur, » dit Étienne, observant attentivement la réaction de Jacques. Jacques hésita un bref instant, mais reprit rapidement son assurance. « Oui, c'était un choc. Geneviève était une femme merveilleuse. Sa mort prématurée a été une perte tragique pour nous tous. » Curieux, continua Étienne, faisant mine de contempler une note sur ses papiers. Notre enquête de diligence raisonnable a révélé quelques incohérences financières qui semblent avoir commencé autour de la période de votre tragédie personnelle. Pourriez-vous nous éclairer là-dessus ? Clairement mal à l'aise, Jacques fronça les sourcils. Des incohérences ? Je n'en suis pas conscient. Étienne mentionna alors, de manière très décontractée, une grosse somme d'argent qui semblait avoir été transférée peu avant la mort de Geneviève. Comme si quelqu'un connaissait votre héritage imminent. Presque comme si, sa mort était attendue. Le piège était tendu et Jacques, se sentant acculé, commença à perdre son calme. Qui pensez-vous être pour insinuer ? Je n'insinue rien, Jacques. J'essaie simplement de comprendre tous les faits, interrompit Étienne, calme. Se rendant compte qu'il n'y avait pas de sortie facile, Jacques commença à parler plus qu'il ne l'aurait voulu. La confession vint par fragments, chaque partie révélant davantage de son caractère sombre. Elle était sur notre chemin. Nous avions besoin d'argent, et Geneviève ? Isabelle et moi, nous avons tout planifié. Ce n'était pas personnel. Chaque mot était enregistré, chaque aveu capturé par les caméras cachées. Jacques détailla comment ils avaient manipulé la situation, comment ils avaient planifié le faux accident et comment ils espéraient se débarrasser de toute suspicion. Pendant ce temps, Isabelle, qui attendait à l'extérieur pour une prétendue réunion de suivi, fut abordée par des policiers, déjà informés et prêts à agir sur la base de la confession de Jacques. Confrontée à la réalité de ses actes et aux preuves enregistrées, elle n'eut d'autre choix que d'affronter les conséquences légales de ses actes. Avec les confessions enregistrées et les deux principaux conspirateurs arrêtés, la voie était ouverte pour que la justice soit rendue. Geneviève, bien qu'elle soit encore loin de trouver la paix totale, sentit un poids se lever de ses épaules. La vérité était exposée, et les responsables de sa quasi-mort allaient maintenant répondre de leurs actes devant la justice. Après la confession enregistrée par les caméras cachées, il ne fallut pas longtemps pour que les autorités agissent. Jacques et Isabelle furent arrêtés pour conspiration en vue d'un meurtre et fraude, entre autres infractions graves. La communauté, ébranlée par la révélation de ces trahisons de la part de figures jusqu'alors respectées, observait le déroulement des événements avec un mélange de choc et de soulagement. Geneviève, encore en convalescence après toutes les épreuves, savait qu'elle devait affronter Jacques une dernière fois pour trouver une certaine clôture.
Accompagnée de Pascal et sous une forte protection policière, elle se rendit au centre de détention où Jacques était en attente de son procès. La salle d'interrogatoire où la rencontre eut lieu était froide et impersonnelle, reflétant la nature du conflit qui était sur le point de se dérouler. Lorsque Jacques fut conduit dans la salle, menotté et visiblement secoué, son regard rencontra celui de Geneviève. Tout vestige du contrôle et de l'arrogance qu'il avait l'habitude d'afficher avait disparu, remplacé par un mélange de peur et de résignation. Geneviève, d'une voix ferme, rompit le silence tendu et s'adressa directement à Jacques. « Pourquoi » demanda-t-elle, simplement. « Pourquoi m'as-tu fait ça ? Je t'ai fait confiance, je t'ai aimé. Comment as-tu pu trahir tout ce que nous partagions de manière si cruelle ?» Jacques, les yeux baissés, mit du temps à répondre. Quand il parla enfin, sa voix était un murmure rauque. « Je ne sais pas ? Je me suis perdu, Geneviève. La cupidité et la peur de tout perdre financièrement m'ont consumé. Isabelle, elle m'a convaincu que c'était la seule solution. Je suis désolée, vraiment. » Geneviève écouta, mais les paroles de Jacques lui apportèrent peu de réconfort. « Ta cupidité a détruit de nombreuses vies, Jacques. Pas seulement la mienne. Tu as choisi ça. J'espère seulement qu'avec le temps, je pourrai trouver un peu de paix en sachant que tu ne pourras plus nuire à personne d'autre. » Terminant la conversation, Geneviève se leva. Son regard pour Jacques n'était pas empreint de haine, mais de pitié et de désillusion. Elle quitta la pièce sans se retourner, accompagnée par Pascal, qui posa sa main sur son épaule en signe de soutien. Dans les jours qui suivirent, tandis que Jacques et Isabelle faisaient face au procès, Geneviève commença à reconstruire sa vie. Bien que le chemin vers la guérison émotionnelle soit long et tortueux, elle sentait que le dernier affrontement avec Jacques avait libéré une partie de la douleur qui la retenait au passé. La communauté locale, désormais au courant de toute la vérité, offrit son soutien à Geneviève, l'aidant à restaurer sa réputation et à reconstruire sa vie. Pascal resta à ses côtés, un ami loyal et protecteur, alors qu'elle se frayait un nouveau chemin, un chemin de rédemption et d'espoir. Geneviève savait que le chemin à venir réservait encore de nombreux défis, mais maintenant elle se sentait prête à les affronter, renforcée par la justice qui avait enfin été rendue. Après la conclusion mouvementée d'un sombre chapitre de sa vie, Geneviève ressentit une urgence renouvelée à donner un nouveau sens à son existence. Se libérant des chaînes de son passé, elle regarda vers l'avenir, déterminée à faire une différence dans la vie des autres. Inspirée par son propre parcours de survie et de résilience, Geneviève décida, avec Pascal, de s'engager dans le bénévolat dans un orphelinat local. L'orphelinat, un refuge pour les enfants confrontés à des adversités depuis leur plus jeune âge, devint le centre de leurs énergies. Tous deux s'impliquèrent profondément dans les activités quotidiennes, de l'organisation de programmes éducatifs à la création d'événements procurant aux enfants un soulagement et de la joie dans leur vie souvent tumultueuse. C'est incroyable de voir à quel point ils sont résilients, commenta Geneviève un après-midi en regardant un groupe d'enfants jouer dans la cour de l'orphelinat. Chacun d'eux a une histoire, et chaque histoire est un rappel de pourquoi nous sommes là. Pascal, qui était devenu non seulement un soutien émotionnel mais aussi un partenaire actif dans cette nouvelle entreprise, a souri en acquiesçant. C'est vrai. Et toi, étant si forte, tu leur montres ce qu'il est possible de surmonter. Tu es un exemple pour ces enfants, Geneviève. Avec le temps, Geneviève trouvait une satisfaction profonde dans ce travail. Elle organisait des séances de lecture, aidait avec les devoirs et participait activement au jeu, tout en partageant sa propre expérience de résilience. C'était un échange, alors qu'elle aidait les enfants à guérir leurs blessures, les interactions avec eux l'aidaient à guérir les siennes. L'implication dans l'orphelinat a également offert à Geneviève une perspective plus large sur son propre passé. Elle voyait des reflets de sa jeunesse dans ses enfants et réalisait que, tout comme elle, chacun d'eux avait le potentiel de transformer ses épreuves en force. Avec le soutien inconditionnel de Pascal, Geneviève a également lancé un projet pour étendre les activités de l'orphelinat. Ils ont organisé des événements pour collecter des fonds, élargissant les installations et apportant plus de ressources éducatives et thérapeutiques pour les enfants. Ce qui a commencé comme une fin pour moi est devenu un nouveau départ pour nous, a-t-elle déclaré lors d'un de ces événements, sa voix ferme et pleine d'espoir résonnant avec le public. Et chaque sourire que nous voyons sur ces enfants nous rappelle pourquoi cela vaut la peine de se battre. Les activités de l'orphelinat ont non seulement donné un nouveau but à la vie de Geneviève mais ont également solidifié le partenariat entre elle et Pascal. Ensemble, ils ont non seulement reconstruit une vie marquée par la trahison et les défis mais ont également créé un sanctuaire d'espoir et de guérison pour eux-mêmes et pour les jeunes qui en avaient tant besoin. Un jour paisible à l'orphelinat, alors que Geneviève participait à une activité artistique avec les enfants, un nouveau garçon nommé Marc a été présenté au groupe.
Marc était un garçon timide aux yeux curieux qui observait tout autour de lui avec une intensité palpable. Quelque chose en lui a attiré l'attention de Geneviève dès le début, il y avait une familiarité dans son regard qu'elle ne pouvait expliquer. Au fil des semaines, Geneviève et Marc ont développé un lien spécial. Elle remarquait comment il restait souvent en marge, regardant les autres enfants jouer, hésitant à se joindre. Elle a fait un effort conscient pour l'impliquer dans les activités, l'encourageant avec douceur et patience. Pendant une séance de contes, Marc s'est assis à côté d'elle, tenant sa main avec confiance, comme s'il avait trouvé un havre de paix. Un jour, alors qu'ils discutaient après la classe, Marc a révélé qu'il avait été laissé à l'orphelinat il y a des années. Il a mentionné, presque en passant, que son père Y avait amené. La façon dont il parlait de son père, avec des ressentiments mal compris pour un enfant si jeune, a incité Geneviève à enquêter davantage. Poussée par la curiosité et l'instinct, Geneviève a décidé d'enquêter sur l'histoire de Marc. Avec l'aide de Pascal, elle a consulté les archives de l'orphelinat pour en apprendre davantage sur le contexte de son arrivée. Là, ils ont découvert un détail choquant qui a relié les pièces du puzzle. Le nom de Jacques figurait dans les documents comme le père de Marc. La révélation a été un choc pour Geneviève. Elle a ressenti un mélange d'émotions, de la colère envers Jacques d'avoir caché l'existence de son fils et une profonde tristesse pour le temps perdu. Mais surtout, elle a ressenti une vague d'amour inconditionnel pour Marc. Le garçon, qui avait inconsciemment recherché sa compagnie, était son fils. Déterminée à faire de son mieux pour Marc, Geneviève a officiellement assumé sa responsabilité parentale. Elle a expliqué la situation à Marc avec délicatesse, lui assurant qu'il aurait toujours un foyer avec elle. « Tu as toujours été et seras toujours mon fils, et rien ne peut changer cela », lui dit-elle, ses paroles chargées d'émotion. La révélation a apporté un nouveau sens à la vie de Geneviève. Elle a non seulement trouvé un but en aidant les enfants à l'orphelinat, mais avait maintenant un lien personnel encore plus profond avec l'un des enfants qu'elle avait juré de protéger. Marc, quant à lui, a trouvé une figure maternelle en Geneviève, quelqu'un qui le comprenait et l'aimait d'une manière qu'il n'avait jamais expérimentée auparavant. Ensemble, mère et fils ont commencé un nouveau voyage, un chemin qu'ils construiraient avec amour, confiance et la certitude que, malgré les circonstances difficiles qui les ont réunis, ils auraient toujours l'un l'autre. La découverte que Marc était son fils a complètement changé le centre gravitationnel de la vie de Geneviève. Avec Pascal à ses côtés, elle a commencé à tisser soigneusement la nouvelle réalité de Marc, garantissant que la transition soit aussi douce que possible pour le garçon. Ils ont passé de nombreuses heures à discuter, jouer et apprendre ensemble, renforçant les liens d'une relation qui avait commencé sous des circonstances inhabituelles mais qui promettait maintenant une profonde connexion familiale. Avec l'aide de Pascal, Geneviève a transformé l'une des chambres de sa maison en un espace accueillant pour Marc, décoré avec des thèmes reflétant ses intérêts, comme l'espace et les dinosaures. Ils ont travaillé pour que Marc se sente membre de la famille, l'impliquant dans les petites décisions du quotidien et établissant de nouvelles traditions, comme les soirées cinéma hebdomadaires et les après-midi de samedi dans le parc local. Pascal, qui était devenu une figure paternelle pour Marc, consacrait du temps à lui apprendre à faire du vélo et à l'aider avec ses devoirs, notamment en mathématiques et en sciences, qui étaient rapidement devenues les matières préférées de Marc. La patience et l'encouragement de Pascal ont aidé Marc à surmonter toute insécurité académique, renforçant la confiance du garçon en ses propres capacités. Geneviève, quant à elle, se concentrait sur le développement émotionnel de Marc. Elle l'emmenait en thérapie pour enfants une fois par semaine, où Marc apprenait à exprimer ses sentiments et à faire face aux complexités de son histoire. Ces séances étaient essentielles, non seulement pour aider Marc à assimiler la transition vers sa nouvelle vie, mais aussi pour permettre à Geneviève de mieux comprendre les besoins émotionnels de son fils. À l'orphelinat, l'implication continue de Geneviève et Pascal profitait non seulement à Marc, mais aussi aux autres enfants. L'engagement du couple a créé un environnement d'amour et de soins inspirait les autres volontaires et employés, créant une communauté plus unie et solidaire. Les compétences de Geneviève en organisation et en collecte de fonds ont apporté des ressources supplémentaires qui ont amélioré les installations et les programmes proposés, augmentant la qualité de vie et d'éducation pour tous les enfants pris en charge par l'institution. Ensemble, Geneviève et Pascal ont découvert que leur amour et leur dévouement envers Marc renforçaient leur propre relation. Ils étaient unis non seulement par l'amour qu'ils partageaient pour Marc, mais aussi par un engagement commun à faire la différence dans la vie des enfants qui avaient besoin de soutien et d'amour. Chaque jour, chaque petit progrès de Marc, chaque sourire partagé, confirmait la décision de Geneviève de transformer sa douleur et son expérience en quelque chose de positif. Elle et Pascal avaient créé une famille fondée non pas sur la perfection, mais sur la réalité de leurs expériences, sur la force trouvée dans l'adversité et sur l'amour inconditionnel qu'ils continuaient à se donner mutuellement et à Marc.
Le soleil brillait dans le ciel clair alors que Geneviève observait les enfants jouer dans le jardin de l'orphelinat. Elle réfléchissait au voyage qu'elle avait parcouru, de l'obscurité de la trahison à la lumière de la rédemption et de l'amour renouvelé. À ses côtés, Pascal regardait la scène avec un sourire affectueux, son regard se posant souvent sur Marc, qui courait joyeusement parmi ses nouveaux amis. « Et j'ai réfléchi », commença Geneviève, se tournant vers Pascal avec une détermination dans les yeux. « Nous avons fait tellement ici, et il y a encore tellement à faire. J'aimerais que nous continuions notre travail à l'orphelinat ensemble. Nous pouvons faire de cette mission notre vie. » Pascal la regarda, l'ampleur de son affection évidente dans son regard. « Je ne peux pas imaginer un meilleur avenir, répondit-il. Être ici avec toi et Marc, aider ses enfants, me donne un but que je n'aurais jamais cru trouver. » Avec cette compréhension mutuelle, Geneviève et Pascal ont décidé de s'unir officiellement non seulement comme partenaires dans la vie, mais aussi comme co-directeurs de l'orphelinat. Ils prévoyaient d'élargir les programmes existants et d'introduire de nouvelles activités qui pourraient bénéficier encore plus aux enfants, leur fournissant des compétences et des joies qu'ils pourraient emporter avec eux dans leur propre vie. Pour célébrer cette nouvelle phase, l'orphelinat a organisé une fête dans le jardin, une célébration de renouveau et d'espoir. La communauté locale, dont beaucoup avaient soutenu Geneviève pendant ces moments les plus difficiles, est venue en grand nombre, apportant avec eux des cadeaux, de la nourriture et des sourires. Les enfants ont présenté une pièce de théâtre qu'ils avaient répétée, une histoire de survie et d'amitié qui a ému tous les présents. Pendant la célébration, Geneviève a fait un bref discours. Et aujourd'hui n'est pas seulement une célébration pour nous, mais une promesse pour l'avenir. Un avenir que nous construirons ensemble, plein d'amour, de compréhension et de soutien. Merci à tous d'être partie prenante de ce voyage avec nous. Alors que la fête se poursuivait autour d'eux, Geneviève, Pascal et Marc se sont serrés dans les bras, un symbole de leur nouvelle famille. Ils ont regardé vers l'horizon, vers l'avenir qui promettait de nouveaux défis, mais aussi la certitude que, quoi qu'il arrive, ils affronteraient tout ensemble. La série se termine par une scène de Geneviève, Pascal et Marc marchant de retour vers l'orphelinat, leurs silhouettes découpées contre le coucher du soleil, un symbole d'un nouveau départ et des innombrables possibilités qui les attendaient. À chaque pas, ils laissaient derrière eux les ombres du passé et avançaient vers un avenir rempli de lumière et d'espoir.